des discours qui coûtent cher. Celui du chinois Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, lors d'un forum financier le 24 octobre 2020, lui a coûté, tenez-vous bien, 37 milliards de dollars. C'est ce que devait rapporter l'introduction en bourse de sa société Ant Group, qui a été interrompue juste après son discours sur ordre de Xi Jinping. En critiquant le système financier chinois, Jack Ma avait commis un crime de lèse-majesté. Il avait dit que les banques chinoises fonctionnaient encore avec une mentalité de prêteur à gages et que l'excès de contrôle finirait par étouffer l'économie. Or, le milliardaire de la tech agaçait le pouvoir depuis des années en jouant les vedettes en Chine et au dehors, notamment à Davos. Surtout, son entreprise devenait systémique. Alibaba était à la fois un équivalent d'Amazon dans le commerce, mais aussi d'Apple Pay et de Mastercard pour les paiements, l'équivalent d'un courtier d'assurance et même d'un banquier. Il faisait des crédits à la consommation de 300 €, le niveau du salaire minimum, sans prendre de vraies garanties. Les autorités craignaient de perdre le contrôle des flux financiers. En suspendant la cotation d'Ant Group in extremis, Xi Jinping montrait que l'État chinois restait toujours le patron. Aujourd'hui, le groupe de Jack Ma a été démantelé, sa valeur s'est effondrée et le multimilliardaire qui n'en détient plus qu'une infime partie enseigne dans des universités japonaises ou israéliennes. Comme Jack Ma, un autre JM, surnommé lui J2M puis J6M pour Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde, a pu constater que le Capitole était tout proche de la roche tarpéienne. Lui aussi a été victime de son hubris. Pour l'énarque qui avait transformé la vieille Générale des Eaux en Vivendi, géant des médias, le rachat d'Universal en 2000 et celui de USA Networks en 2001 a été le coup de trop. Car tout était financé par la dette et les marchés financiers s'affolaient, ne croyant pas à la convergence entre les activités historiques comme SFR et la distribution de films aux États-Unis. Pour tenir jusqu'au jour où les abonnés de SFR pourraient regarder des films sur leur portable, Messier aurait dû gérer son groupe au lieu de s'acharner à le faire grossir. Être visionnaire ne suffisait pas. Comme le confia plus tard un administrateur de Vivendi, pendant qu'il se comportait en Napoléon conquérant, dans son appartement de 520 m² sur Park Avenue, payé 17 millions de dollars par Vivendi, il ne s'est pas aperçu que sa maison n'était plus tenue. Il n'avait pas nommé de directeur général en France de peur qu'il lui fasse de l'ombre, et personne n'arbitrait quand les barons du groupe se faisaient la guerre. Le coup de grâce, il se l'est porté tout seul, en disant aux journalistes américains en décembre 2001 « L'exception culturelle franco-française est morte ». Cette phrase prononcée pour séduire Hollywood et parce qu'il se sentait invincible a poussé le monde de la culture à le lâcher, vite imité par les politiques et son conseil d'administration. Carlos Ghosn ou Anne Lauvergeon connaîtront plus tard les mêmes déboires pour le même péché d'orgueil. À leur décharge, il n'y a pas que les patrons qui courent ce risque. Gérard Collomb, maire de Lyon et proche d'Emmanuel Macron, signa sûrement sa perte le jour où il dit, en visant à demi-mot le président, « Je pense que nous avons manqué d'humilité. L'hubris, c'est la malédiction des dieux. » La leçon de ces histoires, c'est que par construction, le dirigeant présente plus de risques que le commun des mortels d'être atteint par la tentation de la démesure. Même si son assurance est justifiée par ses réussites passées, ce gonflement de l'ego empêche souvent celui qui a tout réussi de prendre conscience qu'il a atteint son point culminant. C'est alors qu'il fait le coup de trop, celui qui signe sa perte.